Nous sommes à Manille, capitale des Philippines, ville tentaculaire de 17 millions d'habitants, où l'influence occidentale est partout présente, avec ses gratte-ciels luxueux et ses temples de la consommation. Mais il reste quelques traces d'un passé légué par les Espagnols qui ont colonisé les Philippines à partir du XVIe siècle et qui ont régné sur l'archipel pendant 300 ans. Les conquistadors ont aussi apporté la religion catholique qui imprègne très fortement la vie des Philippins encore aujourd'hui. L'archipel des Philippines compte plus de 80% de catholiques qui ont généralement un sentiment religieux très profond. Manille ressemble à une jungle urbaine où seule une minorité de privilégiés se partagent les richesses. Les inégalités sociales y sont criantes et grandissantes. Dans cette ville assourdissante et l'une des plus polluées au monde, de jour comme de nuit, la vie ne s'arrête jamais. Parmi cette foule, des milliers d'enfants errent dans les rues, exposés à toutes sortes de dangers. Très souvent victimes de violences, ils ont fui leur famille et pour la plupart d'entre eux, la misère des bidonvilles dans lesquels ils vivaient. Au nord-ouest de Manille, le bidonville de Navotas s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la mer. La plupart des habitants sont venus de la province pour trouver un travail. Ils se retrouvent entassés dans des baraquements exigus et surpeuplés. Les adultes comme les enfants exercent de petits métiers qui leur permettent à peine de survivre. Certains vivent de la pêche qu'ils revendent ensuite au marché aux poissons. Gloria est directrice adjointe de la fondation Un pont pour les enfants et responsable des programmes d'éducation et de nutrition à Navotas. La plupart des enfants des rues proviennent des bidonvilles et la fondation concentre ses efforts en amont dans des actions de prévention destinées aux enfants de moins de 6 ans. Gloria visite régulièrement les familles dans les bidonvilles et repère les enfants qui peuvent être pris en charge par la fondation. Aujourd'hui, elle se rend chez Teresita, une mère de famille au chômage et dont le mari est à l'hôpital. Dans le bidonville de Pulo, Gloria retrouve une des mamans dont le bébé a pu bénéficier du programme de nutrition. Wherein Angelica was really very malnourished and sick with chronic cough, and she has also diarrhea. La petite Angelica était vraiment sous-alimentée et malade de façon chronique. Elle avait la diarrhée. Sa mère a pu rencontrer Linda, une de nos assistantes sociales, qui a emmené l'enfant à l'hôpital. And then when she came back here, we feed him. Quand le bébé est revenu, on l'a bien nourri et on a donné du lait à la maman, car à ce moment-là, l'enfant était très maigre.
Elle a bien grossi. Maintenant, Angelica est un vrai petit ange. So now Angelica is now an angel. For the children, it's more on the nutrition problem because most of the children are malnourished, undernourished. So Les enfants ont surtout des problèmes liés à la nutrition, car la plupart sont mal nourris ou sous-alimentés. Alors la base de notre travail repose sur ce problème principal de malnutrition. Nous donnons la priorité à ce programme quand nous rencontrons les familles. Again, that the secondary problems of the children is education. So since the preschool. Mais quand on visite les familles, on s'aperçoit que le deuxième problème, c'est l'éducation. Comme les écoles maternelles sont inexistantes ici et qu'elles sont très éloignées de cette zone, nous avons créé ces petites écoles pour accueillir les enfants au milieu du bidonville. Built at the midst of the slum colony. Lalo na kung may awitan at may tawanan, kay lungkot ng buhay kung wala kang kaibigan, masaya kung sama-sama at may tawanan. The center is really a very big opportunity. It's the first step for their children. Cette école maternelle est vraiment une chance pour les enfants. C'est la première étape pour qu'ils puissent avoir un vrai enseignement adapté à leur âge, parce que sinon, après, c'est trop tard pour eux. Ils auront du mal à s'investir et à réussir à l'école primaire sans cette préparation. C'est donc vraiment une nécessité pour ces enfants. C'est un début pour eux et pour leur famille, pour rêver, pour se projeter dans l'avenir. Parce que vivre dans un bidonville, c'est d'abord la survie au quotidien et l'éducation n'est pas la priorité. Living in the slum, it's really survival. So, education is just a secondary priority for them. Gloria assure également la formation des institutrices qui sont en général des mamans vivant dans le bidonville. L'objectif est d'impliquer les mères dans l'éducation et leur permettre de s'insérer professionnellement. Rina, l'assistante de Gloria, invite les mamans du quartier à participer à des formations concernant l'organisation de la vie quotidienne dans leur foyer. Nous sommes à Sipak, un quartier construit sur pilotis où nous accompagnons Lisa, qui est travailleuse sociale. Elle se rend dans la famille de Marc, un adolescent handicapé. Mark is our beneficiary here in Tulay na Kabataan Foundation, St. Rita Child Care Center. Ate Lisa assiste. Marc est l'un des bénéficiaires de la fondation. Lisa l'assiste dans sa vie quotidienne et donne à la famille du lait pour Marc et aussi des produits de première nécessité comme du riz et des sardines. We support Mark because her family didn't have financial, like she don't have occupation, job then. Nous aidons Marc parce que la famille n'a pas de revenus et ils n'ont pas de travail et ils ont beaucoup d'enfants. They don't, yes. It's how many children? Combien d'enfants? 6 children. Ils en ont 6 avec Marc,
Mais ils n'ont pas de rentrée d'argent car le père n'a pas de travail. Then, yes, they don't have job. Then the father also don't have job. But only the mother, according to the... Seule la mère lave de temps en temps du linge pour les voisins pour gagner un tout petit peu d'argent. Wash the clothes from the neighbors so that get some money. 2 mois après notre tournage, le bidonville de Sipak a été totalement détruit par un incendie. La décharge de Vitas s'étend sur plus de 7 hectares. Sur cette étendue de déchets, des familles ont construit des baraquements. Enfants et adultes survivent en fouillant dans les ordures qui sont désormais déversées dans des barges à quai dans la baie de Manille. Le problème en fait c'est que n'importe quel déchet est laissé ici. Il y a tout, il y a du verre, il y a n'importe quel déchet. Or comme beaucoup d'enfants parfois se promènent pieds nus, ça peut être effectivement catastrophique. Oui. Ils ont une résistance étonnante, mais ils se blessent souvent. Oui. On a beaucoup de maladies aussi. Les maladies des poumons sont très régulières chez les enfants. Et puis il y a beaucoup de maladies de peau évidemment. Et puis ne parlons pas des maladies classiques qui touchent les enfants comme la tuberculose ou autres maladies de ce type-là, et qui fait qu'il y a une grande mortalité infantile. Voilà pour le lieu qui est un véritable enfer sur Terre. Nous rencontrons Lucio qui a 12 ans. Il n'a connu que la vie sur la décharge. Son père est mort il y a 6 ans et pour survivre avec sa mère, ses frères et ses sœurs, il fouille les déchets. Ok, donc je lui dis qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que vous êtes dans les poubelles? Il dit c'est là qu'on trouve ce qu'il nous faut pour survivre en fait. Au milieu de la décharge, un centre accueille les enfants chiffonniers. Ils peuvent y prendre un repas complet chaque jour et suivre des activités éducatives ou des cours de remise à niveau scolaire. I think my wish is for the children to have their education because that's already proven that it's Mon vœu le plus cher est que les enfants puissent avoir une éducation parce que c'est le seul espoir pour les couper de la pauvreté. L'éducation est le seul moyen de progresser dans sa vie et ainsi sortir du cycle de la pauvreté. Quand quelqu'un est éduqué, ça change la famille. In the family. I'm happy and glad. Je suis heureuse et fière parce que la vie des familles et de leurs enfants a beaucoup changé. Je vois une réelle évolution depuis toutes ces années parce qu'avant, ils ne savaient ni lire ni écrire, mais maintenant, ils sont plus lettrés. Ma plus grande motivation pour travailler dans ces quartiers, c'est d'être en contact avec ces enfants, de faire partie de leur vie. J'aime être avec eux tout simplement, parler avec eux, jouer avec eux, les aider dans leur travail scolaire. Parfois, je leur apprends à tricoter, à faire du crochet et je suis entourée de visages souriants.
So there are lots of smiles. En fait, au départ, on a remarqué quelque chose, c'est que les familles qui vivent dans les bidonvilles sont loin des paroisses, sont même très loin des paroisses. Or, comme il faut dépenser de l'argent pour aller en transport en commun jusqu'aux paroisses, eh bien, la plupart des familles ici n'ont pas de vie de paroisse du tout, aucune vie de paroisse. Et du coup, on s'est dit que la Fondation, avec le travail qu'elle faisait au cœur des bidonvilles, pouvait aussi offrir à ces familles la possibilité d'avoir le catéchisme, des bénédictions, proposer la confession aussi, et essayer de voir un petit peu avec les familles de quelle façon l'Église en fait peut aller à la rencontre de ces familles au cœur des bidonvilles. Beaucoup de gens qui viennent aux Philippines repartent en se disant la foi des Philippins, c'est une foi de bondieuserie, mêlée de superstition et une espèce de foi populaire qui mène à rien. Et je crois de plus en plus que ce n'est pas vrai du tout. Il y a une foi populaire, c'est vrai, qui est très développée, mais qui à mon avis est un tremplin magnifique vers une foi très profonde. Et je crois que parmi les enfants de la Fondation, et parmi parfois les familles que l'on rencontre, la façon avec laquelle ils affrontent l'épreuve, je crois que c'est les fruits d'une foi qui est ancrée. La misère des bidonvilles, la vie sur la décharge ou les maltraitances familiales, tous ces facteurs peuvent pousser certains enfants à fuir vers le centre-ville de Manille. Ils se retrouvent dans une jungle urbaine où pour survivre, ils font des petits boulots, ramassent les ordures, volent ou se prostituent. D'autres s'organisent en gang et vivent de trafic en tout genre. Et pour supporter cette réalité, ils se droguent en sniffant de la colle. Il est 21h. Les éducateurs de la Fondation Un Pont pour les enfants se préparent à passer une partie de la nuit à sillonner les rues de Manille. À bord de leur camionnette, ils repèrent les enfants qui vivent et dorment sur les trottoirs. Là, ils sont là, regardez. Là, juste ici. Les éducateurs essaient d'entrer en contact avec les enfants en prenant du temps pour parler avec eux. Ils sniffent de la drogue? Ça s'appelle le boulcacil, une sorte de solvant qui ressemble à une autre drogue, le rugby. C'est plus fort que le rugby? Oui, beaucoup plus fort que le rugby. Ils prennent tous de la drogue? Oui, la majorité des enfants ici. Ce qui est terrible en fait, c'est que quand un enfant part dans la rue parce qu'il a été obligé de quitter son foyer familial pour des raisons déjà terribles, en général l'enfant ne peut pas faire autrement pour survivre que d'être accroché à un groupe de la rue. Il est pris en charge par un groupe de la rue. Et c'est à ce moment-là que l'enfant va apprendre tous les vices de la rue. C'est la drogue, ça peut être la prostitution, c'est le vol, ça peut être aussi d'apprendre à se battre et parfois de faire partie de gangs.
Nous voici à Cubao, au centre de Manille. Ce soir, Félix, un des éducateurs, vient rechercher AJ, avec qui il est en contact depuis plusieurs semaines. AJ a 10 ans et vit dans la rue depuis la mort de sa mère il y a 2 ans. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang lalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nung sa langit. 1h du matin, retour au centre d'accueil avec AJ, qui a accepté de suivre les éducateurs. Amin kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para nung pagpapatawad namin. Il y a des moments, vous savez, on rentre le soir après une big night et on a envie de pleurer, voilà. Et puis après, on arrive au centre et puis il n'y a que de la joie. Parce qu'on voit des enfants qui changent. Ici, on vit d'extrêmes en fait. Les tristesses sont extrêmes, les découragements sont extrêmes, mais les joies sont extrêmes et l'espérance est magnifique. Le lendemain, la vie quotidienne s'organise dans le foyer. Nous retrouvons AJ qui prend ses marques parmi les autres enfants. Un enfant qui quitte la rue, il ne le quitte pas pour des raisons matérielles. Il ne va pas venir dans un centre parce qu'il veut avoir à manger ou il veut avoir des nouvelles affaires, c'est pas vrai. Il va arriver dans un centre, il va accepter de venir à la fondation parce qu'il a l'impression d'exister en fait pour quelqu'un. Dans la rue, il y a une indifférence totale, il existe pour rien, il n'a plus de famille, il a ses amis, mais ses amis c'est des compagnons d'infortune, donc c'est le même destin finalement. Donc en fait, à partir du moment où il comprend qu'on peut faire attention à lui d'une façon particulière, à ce moment-là, il vient dans le centre. Et quand il arrive dans un centre, il faut qu'il s'habitue. Les autres enfants, eux, sont déjà dans le rythme, ils sont connus des employés, ils sont connus des éducateurs, ils sont connus de tous ceux qui se tournent autour de la fondation. Donc il a l'impression d'être décalé. Et si on lui montre de l'attention en discutant avec lui, en lui disant « t'en fais pas, ça va aller, il faut que tu tiennes bon, tiens quelques jours, tu vas voir, tu vas t'habituer, tu vas te faire des amis », on a peut-être des chances qu'il passe ce premier cap qui est le cap le plus crucial. Robert est le responsable du foyer d'accueil. Avec son équipe composée d'éducateurs, de psychologues et d'assistantes sociales, il redonne à chaque enfant les moyens de se reconstruire. La seule chose que nous devons faire, c'est être capable de comprendre la peine que les enfants ressentent. Et même si vous êtes avec eux depuis plusieurs années, ce qui est difficile, c'est de soulager leur souffrance. Alors il faut être patient. Il faut toujours être à l'écoute, ouvrir son cœur et les accepter comme ils sont. Quand les enfants se stabilisent peu à peu, ils peuvent suivre des cours de remise à niveau scolaire avant d'intégrer les écoles du quartier. La fondation Un pont pour les enfants a été créée en 1998 par le père Jean-François Thomas, un jésuite français. Au tout début, elle ne comportait que 2 foyers d'accueil. Aujourd'hui, elle vient en aide à plus de 1300 enfants répartis dans 26 centres. L'abbé Mathieu Dauchet est arrivé définitivement en 2004 à la Fondation. Il a choisi, à la fin de son séminaire en France, d'être ordonné prêtre dans le diocèse de Manille
pour consacrer sa vie aux enfants de la rue. Je suis rentré au séminaire à 20 ans, au séminaire d'Ars. Et j'ai fait 2 années de philosophie et 1 année de discernement là-bas. Enfin, 1 année de discernement puis 2 années de philosophie. Sans avoir la moindre idée de partir à l'étranger. Je suis plutôt casanier, donc j'aurais jamais eu l'idée de partir à l'étranger. Et du coup, avec 2 autres amis séminaristes, on a décidé de partir en coopération. La Providence aidant, on a été amené à arriver ici aux Philippines pour assister le père Thomas, jésuite, qui lançait la fondation Un Pont pour les enfants. Et j'ai passé donc 2 années ici, au service des enfants des rues, et j'ai compris quelque chose, je crois, c'est que le service auprès des plus pauvres, à partir du moment où on veut montrer que c'est d'abord de l'amour qu'on veut donner, ça ne peut pas être l'espace d'un instant, c'est pas possible. Donc j'ai compris que, enfin j'ai cru comprendre en tout cas, j'ai cru ressentir au fond de mon cœur que si je voulais véritablement être cohérent avec ce que je croyais, il fallait que je me donne complètement à la cause que j'avais embrassée. Et du coup, j'ai décidé de revenir en France pour terminer mes études, mais de réfléchir et de discerner doucement pour savoir si je devais mener cet appel jusqu'au bout. Et j'ai décidé au moment du diaconat, avec l'aide du cardinal Sine ici, donc le cardinal de Manille à l'époque, de donner ma vie complètement en me rattachant complètement au diocèse de Manille pour le service des plus pauvres. Donc j'ai été ordonné diacre en 2003 par le cardinal Sine et en 2004 ici donc à Manille. C'était d'ailleurs très émouvant puisque l'église était remplie des enfants de la rue, de Smoky Mountain et des bidonvilles. Si quelques enfants ont pu trouver refuge dans ce centre d'accueil, nombreux sont ceux qui n'ont pas eu cette chance. Pour les éducateurs, il est important d'être présent aussi dans la journée au cœur de Manille afin de retrouver les enfants. Nous rencontrons John Paul qui organise des jeux avec les enfants pour tenter de rentrer en contact avec eux. La nuit tombe sur Manille. Nous partons avec 2 éducateurs à la rencontre d'Imai, qui fait partie d'un gang. Imai a connu la rue très tôt, après avoir fui les graves maltraitances infligées par son père. Recueilli par la Fondation, il a fait de nombreux allers-retours entre la rue et le centre d'accueil. Imai nous entraîne dans l'immense marché de Divisoria, où l'on peut se perdre facilement. Il veut nous montrer ses compagnons d'infortune, mais l'ambiance est tendue. Les éducateurs nous expliquent que la situation peut déraper très vite, car Imai peut croiser un autre gang. Voilà l'endroit où ils ont l'habitude de rester dormir à partir de minuit jusqu'à l'aube. Même si Imai ne s'est pas stabilisé dans la Fondation, il vient souvent rendre visite à l'abbé Mathieu. La vie il dit que la vie dans la rue est particulièrement difficile
le matin ils se réveillent et en fait dans la journée ils essaient de trouver des choses pas bien à faire pour pouvoir survivre et récupérer de l'argent pour se nourrir, c'est-à-dire voler, le vol à l'arraché, agresser, parfois des agressions aussi. Et le soir en fait ils s'adonnent à toutes sortes de vices différents, quoi. Type drogue, alcool, etc. quoi. Ça c'est des marques de fraternité. Après vous voyez ce qui est marqué sur son gang, il y a marqué fais-le ou meurs, c'est la devise de leur gang. Donc c'est quand même, ils sont amenés quand même à être entraînés par des plus grands pour, ils doivent obéir, quoi. Quand on fait partie d'un gang, il y a une espèce de code d'honneur à l'intérieur de leur gang qui fait qu'ils doivent complètement obéir à ce qu'il leur est fait faire. Sinon, il en fait pas. Depuis 2004, le foyer Madeleine et Raoul Follereau accueille les filles qui ont un passé douloureux dans la rue. Moins nombreuses que les garçons, elles sont cependant plus exposées aux dangers de la rue. Elles arrivent ici le plus souvent après avoir été victimes d'inceste et de prostitution. Après quelques mois de stabilisation, les filles peuvent intégrer une grande maison où elles continueront à vivre dans une atmosphère familiale et sécurisante. Rothschild a 18 ans. Elle est arrivée à la fondation à 12 ans, après avoir subi pendant de longues années la violence de son père. Parang sabi nga 'di ba ito yung tulay, parang dito ka magsisimula kung ano yung parang dito mabubulat ng mga pangarap mo. La fondation pour elle c'est comme ici qu'on peut commencer à faire en sorte que les rêves deviennent réalité. Les rêves d'un enfant deviennent réalité. Ses rêves à elle deviennent réalité. Ok. Tapos, anong pangarap mo sa buhay? Pangarap ko? Ano, maging social worker. Kasi idol ko si Nana Elsie. Elle voudrait être assistante sociale parce qu'elle a été très marquée par une assistante sociale qui était là il y a quelques temps. It's just the same with the boys. There are also some of the girls who were already used to their life. Les filles, comme les garçons, ont beaucoup de difficultés pour se stabiliser et s'adapter au début. Ici, il y a des activités bien cadrées, bien structurées avec des horaires, et les filles n'y sont pas habituées. Alors certaines préfèrent retourner dans la rue, mais la plupart réalisent à un moment donné que la vie est meilleure au foyer que dans la rue. Alors, elles reviennent. Life is more better than they are in the center than in the street. Yes, so they came back. I mean, c'est une vraie satisfaction ensuite de voir ces filles heureuses et en sécurité. Et alors ce métier d'éducatrice est vraiment passionnant. Plus vulnérables encore, les jeunes filles handicapées qui se retrouvent dans la rue sont encore plus exposées aux risques. L'accueil de ces jeunes est devenu une priorité pour la Fondation. Actually, since I also work in a foundation Après toutes ces années à travailler dans la rue, je pense que j'arrive à comprendre ce que peuvent ressentir ces enfants. Ce n'est pas facile de les comprendre, mais nous y arrivons. Les filles ont de graves difficultés. Elles souffrent de leurs différences dues à leur handicap. Parfois, elles ne peuvent pas parler, alors les gens ne les comprennent pas. C'est dur pour elles, parce qu'elles ne peuvent pas exprimer ce qu'elles ressentent. Ici, je crois que nous parvenons à les comprendre, même si certaines filles sont muettes et que nous ne sommes pas expertes en langage des signes. Dans un autre foyer, nous rencontrons Darwin, qui a 13 ans. Avant, il vivait dans la rue avec ses parents, se traînant au sol et ignorant sa maladie.
C'est lors de sa prise en charge par la Fondation il y a 2 ans que les médecins ont pu établir un diagnostic. Darwin est atteint de myopathie. Parfois, il faut quand même réaliser que parfois il est découragé quand même parfois. Et une fois, je me souviens l'avoir vu où il était vraiment découragé. Et puis il m'a regardé puis il m'a dit mais t'en fais pas, j'abandonnerai pas. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo. La Fondation a créé 5 maisons d'accueil que les garçons peuvent intégrer pour plusieurs années une fois qu'ils ont trouvé leur stabilité. The children, they have children's schools of the center. So usually they have Quand les enfants rentrent de l'école, ils ont un temps de rencontre et de parole avec les éducateurs où chacun peut s'exprimer. Ensuite, ils participent aux différentes activités du centre. For the structure of the center, something like that, for the discipline of the children. So il y a des conséquences s'ils ne suivent pas les règles. Ils devront faire plus de vaisselle ou plus de ménage. Alors, en général, ils respectent la discipline. Additional cleaning of the center. Yes, they are really very respectful of the rules. Nous rencontrons Benji, qui a 17 ans. Battu et rejeté par son beau-père après la mort de sa mère, il s'est retrouvé très jeune dans la rue. Benji est le profil type du jeune qui a très souvent quitté le foyer pour retourner dans la rue avant de faire la promesse définitive de se stabiliser. Now, third year high school now, is 2 taon na lang, magka-college na ako. Tapos pag nag-college ako, kukunin ko si Iman. Kasi ayun ang pangarap ng nanay ko eh. C'est beau. C'est que donc il est resté pendant longtemps, il a vu qu'en fait ses rêves pouvaient devenir réalité. Et du coup, maintenant il est en 3e année de high school. Ça veut dire que dans 2 ans, il va rentrer à l'université en fait. Et en fait, ça a toujours été ça, il a toujours dit ça depuis le début, alors qu'il était au centre d'accueil, il disait toujours ça, qu'il voudrait être marin. Il voudrait rentrer dans la marine marchande en fait. Il y a énormément de Philippins qui sont dans la marine marchande. Il voudrait ça parce que c'était le rêve de sa maman. Pour certains enfants, une formation manuelle est plus adaptée. Ils ont la possibilité d'apprendre le métier de menuisier. Les jeunes développent leur talent et apprennent les compétences pour travailler à l'extérieur et être indépendants. Tous les êtres humains ont des talents. Notre mission est de faire émerger ces capacités et de les utiliser de manière positive et constructive et non de les gâcher dans la rue à faire des bêtises. Aujourd'hui, c'est l'inauguration d'un nouveau centre symbolisant l'aboutissement d'un long travail d'éducation. Ce foyer a été spécialement ouvert pour les jeunes qui sont arrivés enfants à la Fondation et qui se retrouvent maintenant en fin d'études, juste avant d'entrer dans la vie professionnelle. Ici, les jeunes se responsabilisent peu à peu. Ils sont encadrés uniquement par un adulte à mi-temps et une assistante sociale qui les accompagne dans la recherche de leur premier emploi. Ils sont aidés aussi dans leur première démarche d'adultes qu'ils doivent effectuer pour préparer leur départ du foyer. Je considère les gens de la Fondation comme des membres de ma famille, car depuis 7 ans que je vis ici, j'ai appris à les aimer. Ils nous donnent et nous aident tellement. Après mes études, je veux d'abord faire un stage ici pour avoir une expérience
et pour savoir ce que vit le staff. J'aimerais être éducateur parce que c'est un métier très riche et pas monotone, et moi aussi je veux apporter mon aide pour changer les choses. They have the low living standard like the environment, so I want to change it to help, to give my help. À 200 km de Manille, une ferme accueille une quinzaine de jeunes de la rue, les plus en difficulté, et pour lesquels tout a échoué jusque-là. Éloignés de la capitale, une nouvelle chance leur est donnée pour les sortir de leur habitude de la rue et leur permettre de retrouver une vie plus stable. Les garçons apprennent à travailler la terre et à cultiver tout ce qui est nécessaire à la vie de la communauté. Maybe just some small difference. For example, in other center they don't have the farming. Ce centre est très différent des autres foyers, car ici, les jeunes peuvent s'occuper et soigner les animaux. Ils cultivent des légumes et ils ont beaucoup d'espace pour vivre. Il est vrai que certains enfants peuvent s'enfuir et retourner à Manille, car le gang auquel ils appartiennent et leur vie dans la rue leur manque. Ici, ils doivent faire le ménage, s'occuper du jardin potager. Par contre, ils ne sont pas autorisés à sortir pour boire et fumer. Retour à Manille. Nous apprenons qu'AJ s'est enfui du foyer d'accueil. Les éducateurs partent à sa recherche dans les rues de la capitale. Il le retrouve finalement dans le quartier de Cubao, où il a ses habitudes. Jay, nagtatago ka pala. Ba't ka umalis? Oh, Jay, ba't ka umalis? Ayaw mo doon? Diba? Lalaro pa lang nga doon sasabihin nila yan sa mga staff. Sa lahat ng problema, may solution naman. Ça va être très difficile de le convaincre aujourd'hui parce qu'il est parti, parce qu'il s'est battu avec un enfant dans le centre là-bas, un de son âge. Et du coup, dans sa tête, il est encore c'est encore très sensible. Ce soir-là, AJ ne voudra pas revenir. La nuit continue avec ses éducateurs qui se battent pour arracher les enfants à l'enfer de la rue. Il rencontre une famille qui vit sur le trottoir. La petite fille qui est avec nous ici, là, c'est une petite fille qui était au centre d'accueil avec nous il y a quelque temps et qui s'est enfuie en fait. Et l'éducateur essaye vraiment de pouvoir discuter avec elle parce qu'elle est promise au pire dans la rue. Et elle arrive en plus à cet âge-là, elle a 12 ans, donc elle arrive à cet âge-là où ça va devenir très très dangereux pour elle, parce qu'elle peut être soit utilisée par la famille, soit utilisée par des gens de la rue pour les choses les pires, notamment la prostitution. Donc l'éducateur va revenir assez régulièrement pour pouvoir essayer de la convaincre de revenir. Pourquoi elle retourne dans la rue? Pour être avec sa famille ou pour travailler, mendier? Souvent, elle est à la fois attirée par les activités qu'elle a dans la rue, c'est-à-dire se faire de l'argent, et puis évidemment la famille leur manque, même si la situation est très difficile. Mais on voit très bien
que les deux parents qui sont ici, là, font partie d'un gang ici sur place, mais qui sont tatoués avec le tatouage de gang. Et du coup, il doit y avoir des règles aussi de rue qui font qu'ils sont bien contents de la voir revenir. Les parents sont toujours partagés entre le fait qu'ils peuvent avoir une véritable utilisation, entre guillemets, de leurs enfants et le fait qu'ils veulent aussi que leurs enfants puissent s'en sortir. Donc c'est toujours très partagé. Les parents, là, actuellement, sont en train de l'encourager à revenir au centre, mais au début, la maman la cachait. Elle était cachée derrière et elle ne voulait pas. Donc c'est très partagé, c'est un peu compliqué. Essayer de savoir ce qu'il y a vraiment derrière leur tête. Il faudra qu'il la convainque, c'est un travail. L'éducateur a besoin de revenir régulièrement. Un peu plus tard dans la nuit, nous retrouvons John Paul. Comme en pleine journée, il va proposer aux enfants quelques activités pour les apprivoiser et tenter de rentrer en contact avec eux. Cet enfant vient de la province. Il reste ici pour mendier et a pris l'habitude de sniffer du rugby. Il vit avec sa famille dans une tente au bord de la route. Ce soir-là, John Paul est heureux. Il a réussi à apprivoiser Jérémy. Il réussira peut-être à le convaincre de venir dans le foyer d'accueil. Direction la montagne fumante. Comme tous les samedis matins, l'abbé Mathieu se rend au centre créé pour les enfants chiffonniers. Il est accompagné par les plus grands de la fondation qui sont chargés d'encadrer les petits. 200 enfants accourent vers le centre. C'est l'occasion pour eux de trouver un moment de détente. I'm just awestruck of the immensity of the evolution. Je suis émerveillée par l'immensité de l'œuvre et par l'évolution des enfants. Ils démarrent dans une grande pauvreté et ils évoluent. Les parents peuvent être fiers de leurs enfants qui ont commencé ici et qui terminent à l'université. Ces années d'école primaire sont très importantes pour les enfants parce que c'est à ce moment-là qu'ils acquièrent une base et une structure pour le reste de leur vie. Gloria, son cœur est complètement donné à la Fondation. Son cœur est complètement donné aux enfants pauvres et aux familles pauvres des bidonvilles et de la décharge publique. C'est du 24 heures sur 24. Même quand elle dort, elle a le cœur qui bat pour ces enfants-là. Elle est étonnante, c'est-à-dire que tout est fait pour essayer de trouver
le bien des enfants, le bien des familles, des bidonvilles et de la décharge. Elle est véritablement une source d'inspiration pour tous. Il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à ajouter. C'est extraordinaire de trouver quelqu'un comme ça. Et elle est philippine, donc elle est au cœur de sa grande famille, donc au cœur des Philippines, et elle est là pour travailler et se donner en espérant qu'elle puisse apporter sa petite goutte à cet océan de travail à faire, sachant que, ce qui n'étonnera personne, elle est passionnée par Mère Teresa. La bienheureuse Mère Teresa est pour elle un véritable modèle de travail. Et effectivement, d'une certaine façon, elle rejoint clairement, mais en tant que laïque, elle rejoint clairement l'inspiration de Mère Teresa.